Bonsoir, Ruthia Rosguinor, psychologue et coach en développement personnel et professionnel, et bienvenue à ma 7e vidéo du challenge que je relève, impactant en 30 jours. Je vous rappelle le contexte, une vidéo pendant 30 jours sur un sujet impactant. Alors ce soir, je vous parle de croyances. Les croyances qui ont la capacité de nous ouvrir une multitude d'opportunités parce qu'on se dit que tout est possible et réalisable, ou qui peuvent aussi plomber notre vitalité et nous enfermer et nous faire tourner en rond parce que on se limite à voilà, ce qu'on a bien voulu nous faire croire ou ce qu'on a entretenu dans notre esprit. Alors les croyances, on les développe très tôt et puis on continue à les entretenir jusqu'à ce que ça devienne une vérité parce qu'on continue à confirmer dans notre vie eh bien, ce qui nous a été transmis ou ce qu'on a pris pour une réalité. Je vais vous raconter 2 histoires aujourd'hui pour vous permettre vraiment de mettre du sens derrière cette fameuse notion de croyance. La première histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui est à ce moment-là en grande difficulté scolaire et qui a du mal à trouver sa place au sein d'une école qu'elle fréquente, qui est assez élitiste avec un niveau assez élevé. Elle a l'impression d'être une extraterrestre, d'ailleurs on l'appelle E.T., parce qu'elle a une capacité à exprimer vraiment ses émotions. En revanche, sa réflexion, elle est parfois un peu bloquée. Et bien, cette petite fille qui, voilà, sait pas trop ce qu'elle fait en cours parce que elle se sent vraiment en décalage, un jour se voit confier un rôle dans une pièce de Jean de La Fontaine. Elle incarne l'agneau dans Le Loup et l'agneau. Et ben, c'est une grande fierté pour elle parce qu'elle se rend compte qu'elle adore jouer sur scène et elle prend vraiment beaucoup de plaisir et ça se ressent énormément parce qu'elle arrive à communiquer beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir. Donc tout ce qu'elle a du mal en fait à communiquer et à transmettre dans son quotidien, en cours, eh bien, trouve un lieu d'expression sur scène et c'est une super expérience pour elle. En revanche, euh, quand on est en échec scolaire et que on termine une pièce de théâtre par la raison du plus fort est toujours la meilleure, eh ben, ça peut continuer à effectuer un écho, une résonance quand on dresse un parallèle par rapport à une réalité. Et même si ben, à ce moment-là elle est assez jeune, inconsciemment on a toujours ce background qui fait que on va dresser, on va tisser des liens par rapport à ce que l'on vit et puis confirmer cette réalité. Donc voilà, elle continue sa scolarité, mais sans grand succès. Ses profs s'interrogent sur son orientation. Ils se demandent voilà, si elle a des dispositions pour faire des études. Et voilà, avant de continuer à ce niveau-là, enfin plus tard ils reparleront de son orientation, mais entre-temps elle est amenée à jouer une deuxième fois une pièce euh, qui aura également un réel impact dans ses croyances. Son prof d'art fait passer une sorte de casting aux élèves de l'école et c'est elle qui est pressentie pour jouer la célèbre tirade de Cyrano de Bergerac. C'est une pièce qu'elle avait adorée puisque voilà, depuis le théâtre était resté une de ses passions. Et quelques mois auparavant, elle avait été voir cette fameuse tirade avec sa mère. Et donc, même si ses résultats scolaires sont plutôt critiques, elle investit réellement ce rôle et sur scène, bah, c'est encore une fois une révélation, une belle révélation qui lui permet un peu de compenser toute la confusion qu'elle peut ressentir dans le cadre de ses études. Alors ce qui se passe, c'est que à un moment donné, elle, elle continue donc son cursus scolaire, mais on va l'orienter plutôt dans une section technique. Et elle bénéficie à ce moment-là d'un regard vraiment bienveillant de la part de ses professeurs qui arrivent à extraire d'elle eh bien, de l'intérêt sur des matières qui étaient beaucoup plus concrètes et pratiques et donc de constater que voilà, en réalité ce qui comptait pour elle et ce qui l'aidait à se projeter c'était davantage d'accéder à des sujets qui lui permettaient de voir concrètement ce que ça donnait dans la vraie vie.
Et à la grande surprise de ses professeurs, eh bien, elle obtient son bac avec mention et puis elle s'oriente dans des études longues, alors que normalement elle était plutôt pressentie pour effectuer des études courtes. Mais voilà, elle prend plaisir à le faire, c'est pas forcément évident, mais elle y arrive et puis elle obtient un diplôme. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est Robert Rosenthal, qui est psychologue américain et qui, grâce à l'expérience que je vous raconte, crée l'effet Pygmalion. Il prend au hasard deux groupes de rats et qu'il va attribuer à deux groupes d'étudiants différents. Un premier groupe de 6 élèves à qui il va dire, voilà, ces rats ont fait l'objet d'une sélection assez sévère et donc vous devez vous attendre à des résultats exceptionnels. Le second groupe, Rosenthal énonce que ils ont très peu de dispositions pour des raisons d'ordre génétique, ils sont assez limités et que c'est pas la peine de s'attendre à des performances incroyables. Quelques mois après, les résultats confirment les prédictions un peu fantaisistes de Rosenthal, puisque les rats du premier groupe démontrent des réelles aptitudes, ils sortent très bien du labyrinthe. Et quant au deuxième groupe, à ce moment-là, on voit que les performances sont quasi nulles et certains ne sont même pas sortis, n'ont même pas franchi l'entrée du labyrinthe. L'observation des résultats a démontré que le premier groupe a bénéficié d'une certaine sympathie de la part des étudiants, qui les ont considérés avec chaleur, avec amitié. Façon de parler, hein, parce que je ne sais pas avec des rats comment on peut créer un certain lien, mais pour autant, voilà. Et le second groupe, en revanche, n'a pas fait l'objet de grandes marques d'affection. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est le regard que les étudiants ont pu porter sur ces deux catégories de rats qui en réalité avaient tous les mêmes dispositions. Rosenthal, associé à Jacobson, un autre psychologue, décide de poursuivre ces expérimentations, mais cette fois sur des attentes favorables du corps enseignant, donc en restant plutôt sur une dimension positive. Et ils mettent en avant qu'ils vont faire des études pour Harvard sur l'éclosion tardive des élèves. Ils prennent donc les élèves à qui ils font passer des tests de QI. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, ils se rendent dans une école à Oak School, dans des quartiers assez défavorisés qui sont abandonnés des hommes politiques, qui est fréquenté en majorité par une population d'immigrés avec une qualité de vie assez difficile. Et donc, parmi les élèves à qui ils font passer ces QI, il y en a certains qui démontrent des résultats assez bas, mais ils vont tronquer les résultats et faire en sorte que tout le monde soit aligné en surévaluant les notes et en faisant en sorte que les résultats soient visibles du corps enseignant. Un an après, ils reviennent dans cette même école pour refaire passer un QI. Et à ce moment-là, on observe des résultats incroyables, dans le sens où les élèves qui avaient un QI plus bas par rapport à la moyenne, eh bien, ont dépassé leur moyenne largement. Et donc, ça met en avant l'importance du regard que l'on porte sur nous, sur des situations extérieures, sur d'autres personnes également. Et pour dresser un peu le parallèle avec la première situation, eh bien, c'est que cette petite fille, des années après, au regard de son parcours, a changé d'état d'esprit et a transformé ce fameux mantra qui est devenu la raison du possible est toujours la meilleure et non plus la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et que elle vous permettra bien de mettre du possible dans d'autres situations. Et je vous souhaite une très bonne soirée et la petite fille vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.